Jean-Luc m'a emmenée dans une école. C'était le moment de la récréation ou de la rentrée, je ne sais plus. C'était sous un escalier en bois que prenaient les élèves. On a donc fait l'entretien. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Pas seulement à cause du bruit infernal de l'école, mais peu importe, ça a fait un entretien. À la fin, il a ri et il m'a dit « Dire que je t'ai fait venir de Paris pour parler dans cet endroit-là. » Après, on s'est mieux connus. Il me semble, et j'avais bien de l'amitié pour lui. Il semblerait qu'on ait eu jusqu'ici des problèmes inverses, lui et moi, dans le cinéma. Surtout dans le rapport texte-image. Mais qui sait, peut-être que non. Ça dépend aussi de comme il le dirait lui, s'il le disait. Après l'école, on a enregistré dans une auto, mais en marche, et qui roulait à travers la ville. J'ai écouté la bande. Il semblerait que de temps en temps, au feu rouge, on comprenne pas mal de ce qu'on dit. Il m'a semblé aussi qu'il y avait des choses intéressantes sur les passerelles aériennes de Lausanne, qui vont d'un immeuble à l'autre. Je lui ai dit qu'elles étaient belles. Il m'a dit que beaucoup de gens se jetaient de ces passerelles. J'ai dit qu'elles semblaient être faites exprès pour se tuer. Il m'a dit que oui. Si je te demandais de faire quelque chose pour la télévision, tu accepterais? Si c'est toi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, si c'est moi? Qu'est-ce que c'est me connaître moi? Mais c'est pareil, te connaître ou connaître tes films. Parce que pour l'instant, moi, des films, j'en fais plus beaucoup. Oui, mais tu en as fait. Nous sommes un peu comme des frères ennemis, je trouve. Parce que moi, à tort peut-être, j'ai la haine de l'écriture. Pas de l'écriture en elle-même, mais du moment où elle vient, elle est tout le temps là. Tandis que toi, s'il n'y a pas l'écriture, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'écriture ou le texte. L'écrit, je dis. Le texte ou l'écrit. Mais quand même, une image, il y en a quand même besoin. J'ai besoin des deux choses sur l'écran qui ne gênent pas ce que j'appellerais l'amplitude de la parole. En général, je trouve que toutes les images, ou presque, gênent le texte. Elles empêchent le texte d'être entendu. Et ce que je veux, c'est quelque chose qui laisse passer le texte. Tout mon problème, c'est ça. C'est pour ça qu'India Song, je l'ai fait en voix off. Qui laisse passer le texte, mais qui l'emmène aussi. Comme un navire emmène sa cargaison. Oui, comme un camion l'emmène. Mais pour moi, le cinéma existe à peine. Je dis souvent qu'il n'existe pas. Avec peine ou à peine? À peine. Pas avec peine, non, je ne trouve pas. Ah, moi, je trouve qu'il parle trop. Mais surtout qu'il répète sa phrase, qu'il répète quelque chose d'écrit. Moi, j'aime bien tes films parce qu'ils ne viennent pas du cinéma, mais qu'ils le traversent. Je les fais se plier au cinéma, mes textes. Je ne vais pas balancer un texte que je donnerais à voir, à entendre avec des images, comme je le balancerais dans un livre. Comme je le donnerais à lire dans un livre. Il faut que j'organise la lecture du texte à partir de l'écran. Ce n'est quand même pas pareil. Ah, non, pas du tout. Mais pour moi, il n'y a pas de cinéma. Sans texte, il n'y en a pas. Non, le cinéma muet avait beaucoup de textes. Oui, c'est ça. Le silence qu'il y a toujours autour d'un texte. Pas d'un texte, mais de la lecture d'un texte. Ce silence, c'est la parole qui peut le donner. C'est la parole qui le crée. Devant le public, tu ne voulais pas parler comme tu le fais maintenant? Parce que ce serait comme une répétition un peu bête. Tu parles de digne? Oui, ou d'autres choses. Tu parles de parler devant le public? Oui, mais dans un festival, tu y vas? Oui. Au festival de hier, on m'a demandé de venir pour que je sois là. Simplement. Mêlée aux autres. Mais ils ne m'ont pas demandé une fois de parler. Ah si, une fois à la radio, mais ce n'était rien. Et je pense que c'est la seule formule acceptable maintenant pour moi. À Digne, j'étais sur le coup, mais comme ça, une sorte de réflexe très violent,
contre la prise de parole après la projection. C'est fini maintenant. Je ne parlerai plus jamais de mes films après la projection. Écrire, tu vois, c'est quand même disparaître un peu. C'est être derrière quelque chose. Du moment qu'on écrit, on n'a pas à paraître. C'est un syllogisme un peu simple, mais c'est comme ça. Mais d'où est venu, à un moment donné, ce besoin d'être quand même prise en charge, convoyé par... parce que les textes devenaient plus difficiles? Tu sais bien ce que c'est. Ce sont des sollicitations sans fin. Les gens me suppliaient 1 fois, 10 fois, tu cèdes, et puis voilà, c'est tout. Mais je suis à des signes physiques qu'il y avait quelque chose, là-dedans, qui était douteux, je dirais presque immoral, dans le fait de parler après. Ça me rendait malade physiquement, je me dégoûtais après les prises de parole. Et c'est ainsi que j'ai compris que j'avais tort. Tu avais des questions à me poser? Tu disais que tu voulais venir avec moi. Oui, mais quand tu me dis que tu détestes le texte... Comme un scénario où il est écrit « La forêt brûle ». Bon, bah, si tu as de l'argent, tu fais brûler une forêt. Ou le Titanic coule. Bon, bah, tu mets 800 personnes à l'eau, alors tu le mets, mais tu n'as rien vu. Si je dis « le Titanic coule », je le vois. Mais justement, c'est pas une phrase que tu écrirais, ça, le Titanic coule. Si, je fais du pléonasme constant. Je crois que quand on dit « le Titanic coule » et que le Titanic coule effectivement, c'est beaucoup plus fort que si on ne dit rien. Dans India Song, à un moment, j'ai dit « Il y a des cris de rameurs sur le Gange, des appels de bateau à bateau, de pêcheur à pêcheur, et je le dis. Je dis que ce sont les pêcheurs du Gange, les bruits de Calcutta, tandis qu'on les entend. Après qu'on les a entendus, plutôt, tout de suite après. Et ça, je le ressens très violemment. Ça décuple le son. Mais il n'y a rien de plus opposé à l'écrit que la parole magistrale, la parole de la loi. Par exemple, tu vois, ce que j'opposerais le plus à l'écrit, plus que l'image, c'est la parole politique, la parole du pouvoir. Mais peut-on faire aujourd'hui un écrit qui ne soit pas un discours magistral? Moi, je ne le pense pas. On peut essayer. On peut essayer, mais je pense que c'est peine perdue. Et c'est pour ça que tu fais le camion, India Song ou Lola Valérie Stein, ou que tu as besoin de faire Vera Baxter. S'il y a Delphine Seyrig, ce n'est pas la même chose que s'il n'y a pas Delphine Seyrig. À l'époque de Barrage contre le Pacifique, ce n'était pas exactement ça. Donc il y a eu un déclic par rapport à l'angoisse d'écrire. Moi, j'ai l'impression que l'image, on la rature. Mais tu parles de quoi? Du barrage contre le Pacifique? Mais ce que je hais, ce que je déteste, bon, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu, tout en essayant de survivre, c'est qu'en fait, on vous empêche de faire un film calmement, avec calme et plaisir. On vous le fait faire avec angoisse. Et l'angoisse, justement, vient de l'écriture, tôt ou tard. Peut-être pas des écrivains, si ça a un sens de dire ça. Je ne peux pas concevoir une littérature de tout repos. Ce serait plutôt une littérature de crise. Je ne crois pas que l'image puisse jamais remplacer ce que j'ai appelé la prolifération indéfinie du mot. Pourquoi l'éliminer complètement? Pourquoi éliminer le mot? Non. Éliminer le fait de voir sans dire. Je ne l'élimine pas puisque je fais du cinéma. Là, depuis 3-4 films, ce que j'ai éliminé, ce sont les comédiens. Je viens de faire 5 films sans comédiens. Je ne sais pas si dans India Song, il y a des comédiens. Il y a des propositions. Mais je ne sais pas si ce sont des comédiens, dans la pleine acception du terme. De toute façon, ils ne jouent pas. Ils se proposent pour donner une approximation du personnage. Je ne peux plus entrer dans un film où des comédiens prennent en charge la représentation. C'est un relais entre l'auteur et moi, spectateur, que je ne supporte plus. Toi, tu es le seul à te servir des comédiens en les niant. Tu crois au diable, toi? Moi, je crois au diable, oui. Je crois au diable. Je crois au mal. Puisque je crois à l'amour, je crois aussi au mal. Hier, tu disais que ça t'étonnait qu'on ne parle pas de la désinfection de la politique. Désaffection. Oui. Tu as fait exprès de changer le mot. On ne veut pas les désinfecter.
Ça pullulera toujours. Les écrans sont complètement empoisonnés par cette parole qui représente une parole dégradée, un discours dégradé, complètement. Antinomique de la parole véritable. Une parole antinomique de la parole. Tous les grands politiques ont écrit. Ils n'ont pas parlé. Enfin, on est loin d'une parole après coup, d'une parole comme celle dont on a commencé à parler tout à l'heure. Commentatrice. Celle que j'ai refusée à Digne. Mais rien n'est moins écrit que le discours politique du pouvoir. Par pouvoir, j'entends évidemment tous les partis institutionnalisés de gauche ou de droite, c'est-à-dire la parole du commerce politique, la parole de la propagande, celle des battleurs. Rien n'est plus opposé à la véritable parole que ça. Et souvent, il faut dire que la parole du cinéma, cinématographique, est à l'instar de celle-là. C'est une parole qui se vend, qui vend sa marchandise. Au fond, je suis très morale. Si on va à la télévision, il faudrait faire cette interview. À quelle télévision? C'est vrai que tu voudrais venir avec moi à la télévision? Je croyais que tu me posais une question de principe, comme ça. Oui, c'est vrai aussi. J'aimerais mieux faire de la télévision, mais c'est plus difficile. Tu parles d'une télévision que tu ferais toi-même? Non, dans laquelle on peut participer de manière spéciale, parce qu'on aime un peu plus ça. J'ai lu une fois une interview dans la revue américaine Fortune, ou dans Business Week, une interview du directeur de la chaîne ABC. Il disait, les gens croient qu'on fabrique des programmes et que c'est notre principale préoccupation. Mais c'est notre deuxième préoccupation. Notre première préoccupation, c'est de fabriquer des téléspectateurs. J'ai vu que là, on n'était pas de taille. Dans le livre, on est de taille encore un peu. Mais quand tu dis que tu veux m'interroger à la télévision et que je dis que si c'est toi, j'accepterais, tu voudrais vraiment le faire? Ou bien tu voudrais faire un film de télévision? Alors ce sera une amie à moi qui le fera. Moi, ce que je trouvais bien dans le camion, justement, c'est que maintenant, quand je vois un camion, il ne faut pas 36 images, il en faut une, comme dans la publicité. Moi, quand je vois un camion, je pense, une femme parle. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est une parole de mastodonte. Alors tu vois, dans le camion, puisque tu en parles, ce que j'aime beaucoup, c'est les moments de silence. Quand tout à coup, Gérard Depardieu m'offre une cigarette, que je dis non et que je me tais, et qu'il est complètement déboussolé parce qu'il ne peut pas savoir, il ne comprend pas ce que c'est que ce silence. Quand j'ai parlé des camps de concentration, des petits Abraham d'Auschwitz, eh bien, ces moments de silence ne peuvent exister que s'il y a eu de la parole avant, que s'ils sont cernés par de la parole. Enfin, du vrai silence, c'est-à-dire du silence sans rien, sans musique. C'est très bien si c'était... T'es d'origine juive? Non, je suis créole. Je suis née en Indochine. C'est bien qu'une créole parle d'Auschwitz. Oui, les 2 derniers films. Moi, j'aimerais bien faire un film sur un camp de concentration, mais il faudrait des moyens. Je viens de faire 2 films sur les Juifs. Aurélia Steiner. Enfin, j'en ai fait un et je vais faire l'autre. Mais là le camion, c'est énorme, parce que c'est intransigeant, c'est... Tu as des enfants? Oui, j'ai un fils. Mais quand je te dis que les silences sont cernés par de la parole, tu es d'accord? Je trouve que les 2 paroles, la parole sur le voyage du camion et la parole de ce que j'appelle la chambre de l'écriture, la chambre noire où se fait le texte, ce sont des paroles radicalement différentes. Ce n'est pas la même. La parole du camion, la parole extérieure, mais plus proche que la parole de la chambre d'écriture. J'ai eu beaucoup de joie à faire le camion. Beaucoup. On a tourné en 5 jours. Et à faire un livre qui s'appelle Les lieux? Je ne l'ai pas fait. J'ai été interrogée, comme maintenant, et ensuite ça a été repris et édité. Je pense qu'on peut faire un livre complètement oral. Le dire, sans interlocuteur. Ce ne serait pas du tout un disque, puisque la bande elle-même n'aurait aucun avenir, ne serait pas reprise. Elle serait détruite une fois le livre fait.
J'y pense depuis quelques années, et c'est curieux, puisque je viens de recevoir 2 offres de livres oraux comme ça, mais qu'on aurait vendus en mini-cassette. La trahison, ce que tu es en train de faire. Tu veux parler du spectateur de cinéma? Ouais, il faudrait beaucoup de temps, mais oui, il faudrait. Si on avait un jour, on dirait des choses, beaucoup de choses. Pendant que je t'attendais ce matin à l'hôtel, à Lausanne, j'ai écrit quelque chose sur le spectateur de Godard et de Duras. Moi, je pense que les spectateurs sont plus véritables que les... Moi, ils m'ont jamais soutenu. Quand même, ils m'ont laissé soutenir. Ils m'accueillent bien que si je fais l'effort d'aller jusqu'à eux, mais sinon, ils laissent tomber. Mais tu es d'accord qu'il y a des couches irréductibles les unes aux autres? Oui. Je pensais qu'on était du même avis. Ce que j'appelle le spectateur premier, c'est là-dessus que j'ai écrit quelque chose ce matin, le plus infantile, le mineur du cinéma. Celui-là, il reste dans sa zone. Il est autistique. Il recherche les violences de l'enfance, la peur de l'enfance. Et il n'y a rien à faire pour le faire bouger. Alors je trouve qu'il y a une naïveté à croire qu'on peut écrire pour beaucoup de gens. Ça arrive, ça peut arriver, mais c'est des accidents du public. Tout à fait. Hiroshima, je crois que c'est la ville, c'est la catastrophe qui a fait le public. Absolument. Parce que c'est un film difficile. Et India Song, qui marche aussi, puisqu'ils doivent en être à plus de 200 000 maintenant, je pense que c'est l'Inde aussi. L'exotisme a joué, la musique, les 2 musiques, les musiques laotiennes et les musiques de Carlos D'Alessio. Moi, ce qui me gêne avec le texte, par rapport à la musique, c'est que j'ai l'impression qu'on me force, ou alors que c'est la parole du pouvoir, mais j'arrive plus à la séparer de l'autre à des moments. Laquelle? Eh bien, celle qui fait me suivre un mouvement plutôt qu'un mouvement me suivre. Mais tu parles de la parole avec musique ou tu parles de la parole? Tu dis que cela te gêne dans India Song? Non, mais pas du tout. Mais c'est ma méfiance du texte. J'ai l'impression que quel qu'il soit, même le tien, je n'arrive pas à le percevoir autrement, sinon par le biais d'autre chose qui lui est étranger, comme une image, que j'arrive à percevoir ton texte dans des images. Mais ton texte seul, j'arrive pas à le différencier des nouveaux philosophes, des anciens philosophes. Tu as parlé du ravissement de Lolvestein. Le mot me suffit, parce que je mets une image, je mets un camion, je mets autre chose, alors ça peut durer une journée, parce que tout ce travail et ce plaisir. Alors c'est vraiment un réflexe de refus que tu as? Un peu. Et alors ça m'intéressait de te demander à toi, justement, toi quel réflexe contraire? Oui. Parce que j'ai l'impression que je l'ai depuis longtemps, ce réflexe, que je n'ai fait que le développer, mais que je l'ai eu tout naturellement, que de travailler dans le cinéma n'a fait que le renforcer, le rendre définitif, comme si je m'étais dit, j'ai eu raison. Maintenant, je vois bien, alors que j'ai l'impression que toi, c'est le contraire, c'est le mouvement contraire. C'est l'imprégnation de l'image par le texte. Ce mouvement contraire est déroutant chez toi. C'est encore ce en quoi je me retrouve le plus, et toujours. Mais il faut quand même parler du discours dégradé que représente la parole du cinéma parlant. Je dis quelquefois que le premier film parlant, c'est Hiroshima, mon amour. Parce que René m'a dit « Ne faites aucune différence, je vous en supplie, c'est pour cela que je viens à vous, entre ce que vous écrivez et ce que je vous demande. » Je pense que c'était peut-être le seul à pouvoir accepter ça et à le demander. De commencer un film sur la plus grande catastrophe du monde par « Tu n'as rien vu à Hiroshima », alors que le monde entier était inondé de photographies. Et de ce point de vue-là, il est vraiment étonnant, René. Je pense que ça m'est resté à travers tous mes films, ce qu'il m'a demandé là, d'oser. Et bien entendu que je n'aurais pas fait du tout du cinéma si j'avais dû faire un film d'image. Je n'aurais pas su. Mais je pense aujourd'hui qu'une parole d'homme est différente d'une parole de femme. Et que là, c'est pas par hasard si c'est une femme qui dit « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Enfin, pas par hasard, mais ça s'est fait comme ça. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on est moins habitué que vous à parler, à se trouver juge comme ça, tout d'un coup, tomber à pic sur un événement de ce calibre-là, fabuleux, comme la catastrophe d'Hiroshima. On a moins l'habitude. Les hommes jugent tout le temps. Jamais aucune télé n'acceptera de nous donner en direct.
Rien que ce qu'on vient de dire là sur la pourriture des écrans, tu vois, parole empoisonnée. Une fois, il y a eu une petite pétition à l'intérieur de la télévision. Il demandait que j'ai la parole libre, Sartre et moi, pendant un quart d'heure. Tu n'as rien vu à Hiroshima? C'est une parole de femme. Et cette parole-là, on voit dans le camion que c'est une parole de femme, elle pèse. Je veux dire, c'est des mastodontes par rapport aux types avec leur petite Volkswagen ou leur petite Peugeot. Les femmes se mettent à écrire, mais il faudrait qu'elles se mettent à faire des films. Il faut qu'elles cessent d'écrire d'elles-mêmes aussi, avant tout. C'est-à-dire qu'on est dans un plagiat de l'homme, maintenant. Je refuse tous les séminaires dont le sujet porte sur la femme écrivain, la femme créatrice, la femme cinéaste. Je refuse tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est un danger très grand qu'encourt la femme maintenant, de théoriser, simplement sur ce que tu disais tout à l'heure, la théorisation. Encore que je ne suis pas du tout Bernard-Henri Lévy avec l'Olvestein. Mais c'est vrai que les femmes, maintenant, dans une course contradictoire, essayent de rattraper l'homme sur le discours théorique, sur la pratique théorique. Enfin, de ça aussi, on pourrait parler longuement. Je ne m'occupe jamais de ça dans mes films. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par cesser d'écrire d'elles-mêmes? D'elles-mêmes à leurs propos. De pratiquer sur elles une sorte de dialectique apprise par l'homme, d'auto-analyse, donc de théorisation. Si je cherche qui je suis obligée d'en passer par une analyse qui a beaucoup servi, déjà, qui est beaucoup usée. Le devenir de la femme, je le vois dans le laisser-faire, le laisser-venir de la femme. Tu n'as rien vu à Hiroshima. C'est venu. Je ne l'ai pas pensé. Comme les cris du vice-consul dans India Song, ils sont venus. Et je les ai laissés crier, les cris ont crié. Je ne me suis pas dit, ça va être trop fort et les spectateurs vont sortir. J'ai laissé faire. Un lieu de la femme, s'il existe, je n'en suis pas certaine, je pense qu'il n'est pas loin de ça. Qu'il était un lieu d'enfance, enfin, beaucoup plus d'enfance que le lieu de l'homme. L'homme est plus enfantin que la femme, mais il a moins d'enfance. Et un enfant, à quoi ça peut servir? Ah, un enfant, c'est la folie. Jusqu'à 5 ans, c'est des fous, les gosses. C'est des fous. C'est la merveille de la Terre. Et après, c'est fini. À 5-6 ans, c'est fini. Ça pourrait ne pas être fini. Moi, je me dis bêtement qu'un film ou un livre, justement, ça sert à ce que ça pourrait ne pas être fini, comme on peut revenir en arrière ou aller plus vite en avant sur un magnétophone. Oui, mais en principe, un livre n'a ni commencement ni fin. Je ne vois pas de livre qui n'ait commencé bien avant son écriture, qui a été porté par l'air que tu respires, par d'autres auteurs, et qui tout à coup démarre accidentellement sur la page que toi, tu écris. Enfin, c'est une vision. On peut comparer un enfant à un livre ou à un film? À la crise qui traverse l'auteur du livre, oui. Oui. Simplement un objet à imprimer Ah non, non, je parlais du livre en cours. Qui s'exprime. Tu vois la page blanche qui se remplit tout à coup. On peut le comparer à une page blanche qui se remplit? Oui, oui. Dans un film de télévision, j'avais posé la question à un petit garçon qui était en train de renéotyper une feuille de papier, s'il pouvait se penser. S'il pensait que lui-même était une feuille de papier qui s'imprimait petit à petit. Ah ben il m'a répondu non, absolument pas. Il a dû être effrayé, non? Non, il m'a répondu naturellement. J'aurais pu lui montrer jusqu'à 2 ou 3 autres moments, je lui ai montré d'autres choses. Et il reconnaissait qu'on pouvait voir les choses comme ça aussi. Mais il y a aussi la peur de soi chez l'enfant. Il l'éprouve aussi. Quand il se fait peur tout seul. Mais d'où vient la légende selon laquelle avoir un enfant, c'est quelque chose d'heureux? Quand la page blanche serait quelque chose d'effrayant? Les clivages sont moins nets. C'est quelque chose d'effrayant et d'indispensable. La page blanche, c'est l'inévitable, comme l'enfant. L'amour de l'enfant est inévitable. C'est un lien entre les choses. C'est au moment où tu dois éviter de faire ton livre que le livre existe. Tu veux qu'on parle de Digne ? Non, ça va, là. Ça, c'est toi.
On branchera le truc en voiture, comme ça, si on parle, on aura quelque chose. Faut pas se creuser la tête. Mais je peux te raconter une histoire drôle. Ça, c'est pas mal. Ah bah, tu la raconteras dans la voiture. Commence par ça, dans la voiture. L'histoire de mon fils. Il avait 3 ans. Ah, très bien. Où est-ce qu'on en était? Par rapport à ton lieu, tu me dis que tu es venu à Lausanne. C'est drôle. On t'a demandé de venir. Non, pour tourner dans cette école, pour parler dans cette école. Est-ce que tu penses que les femmes d'elles-mêmes feraient la guerre? Je crois. Mon idée, c'est que l'image apaise et que le texte fait de la violence. Alors, quand tu as besoin d'un rythme, tu peux mettre les deux, mais quand c'est toujours la guerre et jamais la paix, tu te dis, bon, des fois, c'est un peu exagéré. Je pense à l'état du monde actuel et je pense que la guerre est inévitable. Ce n'est pas une question d'hommes et de femmes. Donc, tant qu'on pourra dire qu'elle est inévitable, tout le monde la fera. Mais toujours la guerre ou toujours la paix dans les films, quand tu en parles, tu la vois où, la paix? Tout à l'heure, tu as prononcé le mot inévitable, mais c'était à propos d'autre chose. Ah, je ne sais plus. Oui, je l'avais entendu. Ah, à propos de l'écrit, quand il devient inévitable. Il est en train d'être écrit déjà. Je voulais te raconter l'histoire de mon enfant. À propos des enfants dont on disait que c'était des fous, des démons. Il avait 3 ans. Un jour, il arrive et il me dit « Maman, mes ciseaux à découper, où ils sont, où ils sont ?» Il pleurait. Il était très malheureux. Et je lui dis « Tu n'as qu'à les chercher, tes ciseaux à découper. » Il recommence « Maman, mes ciseaux à découper. » Alors je lui dis « Cherche, écoute, réfléchis. Où les as-tu mis ?» Il me dit « Je ne peux pas réfléchir. » Je lui dis « Pourquoi tu ne peux pas réfléchir ?» Et il me dit « Parce que si je réfléchis, je crois que je les ai foutus par la fenêtre. » Tu vois, il se faisait peur. Il se cachait lui-même de sa propre peur. Quelle est la différence entre un moteur qui tourne arrêté et une fois que tu as changé les vitesses? Il y a une différence énorme dans le son? Tu veux dire une différence dans l'enregistrement du son? Non, non, pas dans l'enregistrement, dans le résultat. Ça fait voiture arrêtée, voiture qui marche. Oui, dans le fond peut-être. Bon, je passe allègrement tous les feux rouges. Ah oui, c'était un bel été qu'on vient d'avoir. Ah bah moi, ça m'a rappelé l'été de... De 1975? Ah non, 1939. Mais très loin dans le souvenir. Il était très chaud. Mais j'ai l'impression que ça va se prolonger. Je vais aller à Trouville pour avoir octobre de mon côté. Les gens se baignent encore. C'est curieux le fait que tu vives ici maintenant. Bon, bah, c'est pas vraiment ici. Enfin, tu veux dire dans cette région? Non, en Suisse. Bon, bah, c'est une sorte d'Amérique que je connais, dont je connais la langue et que j'ai connue un peu autrefois. C'est pas très différent. Ils ont du reste la même constitution. Ce n'est pas contre la France que tu es venu ici? Ah non, c'est contre la ville. Ouais. J'aime bien, mais c'est comme le texte, ça m'étouffe. Moi, je suis étonné que tous les Parisiens ne quittent pas... Oui, mais en France, tu avais de la place aussi. Oui, mais... Et puis la campagne est plus vide. Oui, mais c'est trop centralisé. Ici, au moins, il y a encore un peu de... Bon, tu payes d'autres choses, certes, mais... Moi, j'ai pratiquement quitté Paris maintenant. J'y reste 3 mois par an. D'ailleurs, tu sais ce qui se passe à Paris. On est chassé, petit à petit. Avec la libération des loyers, il ne va plus rester que les milliardaires français et leurs bureaux. C'est le même mouvement qu'à New York. Oui, ça va devenir Manhattan. Ça veut dire que ce sera détruit. C'est difficile à supporter, cette idée-là, quand même. Ouais, ici, j'ai plutôt l'impression d'être à Los Angeles. À Los Angeles, où il y aurait encore de l'herbe entre les quartiers, parce que Los Angeles fait la même taille que le canton de Vaud, à peu près. Mais c'est que des autoroutes et du béton. Je ne connais pas. C'est la même chose. Alors, il faut traverser la forêt avant d'aller d'un quartier qui s'appelle Lausanne à un autre qui s'appelle Genève. Dans 100 ans, ce sera Quand je suis à tout... Neauphle-le-Château, je fais mes courses en traversant des champs de blé et des champs de maïs, des bois. Je longe des étangs. Ici, si tu veux filmer un cheval ou une poule, tu peux facilement. À Paris ou à New York, c'est pas facile. Les jeunes vaches dans le numéro spécial des cahiers sur toi. Enfin, de toi plutôt. Tu les as trouvées ici? Ça, c'est Anne-Marie. Elle en a filmé beaucoup. Celles qu'elle avait filmées avaient beaucoup d'expressions. Elles sont superbes. Elles sont différentes des Françaises. Oui, elles sont très claires. Le poil est très clair. Elles sont crépues.
C'est pas ce qu'on appelle les pins noirs de la Prusse orientale. Ça doit être ça. Il y en a un dans le parc de l'hôtel, géant. Je sais à quoi ça me fait penser. Un tout petit peu à Tel Aviv, quand même. C'est parce qu'ils font leur service militaire toute l'année. Oui, et puis la population âgée et des langues différentes. À Tel Aviv, sur les promenades le long de la mer, tu croises des vieillards allemands, hongrois, français. J'aime beaucoup ce pont-là. Comment tu l'appelles? Il y a beaucoup de gens qui se suicident de celui-là. Il est fait pour, non? Probablement. Il y a des lampes le soir qui éclairent les corps qui passent. C'est assez impressionnant. Alors ils deviennent eux-mêmes source de lumière. Ils l'ont mal choisi, l'endroit, hein, mais finalement, ça fait une belle ville. Une belle ville. Une ville pittoresque, les guides disent ça. Avec ses ponts qui traversent les avenues, partout. T'as l'impression d'être très seule dans ce que tu fais? Pas assez. Là, je viens de partir 1 mois et 10 jours, seule. Je n'avais pas fait l'effort d'écrire depuis très longtemps. D'écrire véritablement, sans me préoccuper du tout du film qui viendrait. En l'ignorant, même. Et j'y suis arrivée. C'est que j'ai mis quand même 30 jours pour écrire 15 pages dactylographiées serrées. Ce qui est beaucoup de temps. Enfin, c'est un texte qui demandait ça. Cette peine de la solitude. T'as un cahier où tu prends des notes quand tu fais un script? Je commence toujours par écrire à la main. Quand je fais un film, je ne suis jamais le plan de travail. Le camion, on a parlé 3 jours, puis une partie des soirs, et on ne savait pas où on allait. J'avais quand même écrit quelque chose. J'avais écrit une dizaine de pages pour me réserver la possibilité de partir dans l'improvisation. Les feuilles de papier qu'on voit dans le film. Oui, c'est ça. Mais cette femme qui n'a pas de nom, cette autostoppeuse des Yvelines, la femme âgée, je l'aime beaucoup. J'ai un vrai amour pour elle, cette gaieté surtout. Tu vois, elle a un rapport avec la mendiante d'India Song, cette gaieté, et puis ce culot, comme elle ramasse le chauffeur. Enfin, elle ne se gêne en rien. Il y a des films que tu es content d'avoir fait, Jean-Luc? Bien sûr. Je ne pose pas la question. Moi, si. Je suis contente d'avoir écrit Le Camion, d'avoir fait Le Camion. Il y en a pour lesquels je n'ai pas de sentiments, je m'en fiche. Je ne me pose pas la question. Mais d'autres dont je suis contente de les avoir faits. Mais le tournage, proprement dit, tu ne trouves pas que c'est un moment dur, ingrat? Oui, bon, on a fait croire qu'il fallait qu'il soit ingrat. Ah, tu crois qu'on l'a fait croire? Bah, absolument, oui. Pour Le Camion, je n'ai pas eu ça du tout. J'étais tout le temps contente pendant Le Camion. Tout le temps. Et toute l'équipe était très détendue. Peut-être parce que c'est un film qui se déroule comme ça, dans sa chronologie, finalement. Il y a 2 lieux. Il y a dehors et dedans, sans vrai problème d'assistanat. Ni même de son. Mais quelquefois, on arrive au bout du tournage épuisé, comme usé, et ça, je n'aime pas. Je crois que tout ce qui arrive autour du film pendant le tournage, c'est incorpore. Tu ne crois pas? Tu connais l'histoire de la vieille femme qui était aux environs de Rome, qui un jour passe à 4 heures du matin dans les environs de Rome. Une vieille paysanne d'un village. Elle voit toute une équipe avec des projecteurs, des praticables, des échelles, des camions, des grues. Elle arrête un type et lui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et le type lui dit « Mais on fait du cinéma. » Et elle leur dit « Oh là là, mais moi je les connais. À cette heure-ci, vous n'allez avoir personne. » Eh bien, c'est vrai. C'est déjà du cinéma. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Tu ne la connaissais pas? Non. L'autre jour, j'en ai entendu une, je pensais la mettre dans le film. Mais celle-là, tu pourrais la mettre. Tiens, avec tes vaches, dans les cahiers du cinéma. J'ai pensé à l'histoire des éléphants volants. 3 vaches regardent les éléphants volants. Il y en a un qui passe et la première vache dit « Tiens, un éléphant volant ». Il y a un deuxième qui passe et une deuxième vache dit « Tiens, un autre éléphant volant ». Un troisième éléphant volant passe et la troisième vache dit, toujours sur un ton exténué, neutre, « Il doit y avoir un nid par là ».
Eh bien, pour moi, tes vaches, elles regardent les éléphants volants. Mais très, très désabusées. Très au-delà de tout ça. Ah oui, c'est sûr. Moi, cette histoire dont je te parlais, c'est un type qui est juif, religieux ou je ne sais pas. Il va voir son rabbin, son pasteur, et il lui dit comme ça, moi, j'ai un problème. Il faut absolument que vous sachiez si je vais au paradis ou pas. Là, j'ai des tas d'affaires qui tournent mal. J'ai besoin d'être sûr. Il faut absolument que je sache d'ici samedi si je vais au paradis ou pas. L'autre lui répond, ça paraît difficile à savoir, on ne peut pas dire ça comme ça, mais revenez samedi, je verrai ce que j'ai pu faire. Alors, il repasse le samedi, et l'autre lui dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour le paradis, c'est arrangé, c'est d'accord, pas de problème. Et maintenant, la mauvaise nouvelle, vous partez mercredi. Ah oui, elle est terrible, terrible. Et pourquoi ils emploient le mot « partir » ? Il doit y avoir un côté irrémédiable. Je pense au convoi, moi. Convoi, oui. Et voilà votre usine, un cinéma. Quand même, vous êtes allé à Los Angeles. Moi, jamais. Je n'ai jamais vu la tête d'un producteur américain. Je suis allé au Mozambique, même. Bon, allez. Bonjour, Marguerite. Tu vas bien ? Ça va? Il y a longtemps, hein. On fait semblant, on n'est pas en direct. On t'a mis du fond de teint ? Ah non, moi pas. J'en ai naturellement, c'est ma barbe. Ah oui. Tu as vu où elles sont, les caméras ? Oui, bon, écoute, je vois rien. Ça va? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? On a dû se voir à Trouville. C'est à Trouville avant que tu fasses. Un jour, tu es venu hurler Marguerite devant chez moi. Avant que tu fasses, ouais. Avant les enfants. Ah non, c'est Agatha que t'as fait après. Ah non, mon dernier film, c'est Les Enfants. Ah oui, ça c'est le dernier. Il y a 5 ans, c'est Agatha. Ça fait 5 ans, oui. Et surtout l'homme atlantique. Surtout. Bon, alors on commence ? On a commencé, oui. Tu as froid un peu ? Non, écoute, je voulais toucher ta main, j'ai pas froid. Enfin non, j'ai eu des stigmates il y a 2 ans. Heureusement, j'ai un docteur qui n'est pas vraiment un médecin qui m'a dit que c'est normal, il y a des gens qui ont encore des stigmates. Moi, j'ai 2 choses à te dire. C'est parti? Okay. Je voulais te dire aussi que je voulais te parler de la photographie dans ton film. Soigne ta gauche. Bon, c'est pas la faute de la gauche en même temps, mais je voudrais te parler toi, des... T'es vraiment... Non, mais toi, t'es vraiment... Moi, c'est quelque chose qui m'a disparu, mais toi, t'es souvent dans tes articles ou dans la politique, on sent que tu tiens à manifester que... Enfin, t'es plus politique que moi. Je me suis demandé ça hier soir. Tu es quand même politique. Non, mais à des moments, tu dis du mal de Sartre. Ah oui. Ou... t'as une rancune. Ce n'est pas terrible, ce que je dis. Moi, ça m'a fait beaucoup, mais ça m'a... là, je dis... elle exagère. Elle exagère, surtout que... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il était le grand écrivain? Non, t'as dit simplement, c'est pas un écrivain. Ah oui, le Solzhenitsyn d'un pays sans goulag. Oui, mais encore ça, c'est une formule. Hein. T'as dit ce que moi, je dis de tas de gens. C'est ça qui m'a fait réfléchir. C'est ça que tu veux dire? J'ai dit que ce n'était pas un écrivain. De même, ce que je dis de... je sais pas quoi, moi, de Lannoy ou de Spielberg. C'est pas un cinéaste, c'est un fabricant de films, mais c'est pas un cinéaste. Et le fait que tu aies dit de Sartre, ce que moi je dirais de Spielberg, par exemple, ça m'a fait une drôle d'impression. Mais il n'a pas écrit 2 lignes de littérature. Son théâtre est complètement accablant. C'était un théâtre à thèse. Non, mais tout est... Enfin, les films auxquels il a participé étaient encore plus nuls. Il a fait de la masse écrite. Des tonnes, il y en a. Oui, mais... C'est ça qui m'a impressionné. C'est l'écrivain le plus abondant de l'époque, du siècle. Queneau appelait ça les écrivains milliardaires, hélas. Non, il y a quelque chose, il n'était pas à sa place. Il a cherché longtemps.
à trouver sa place. Et puis, il y a quelque chose de la philosophie que tu ne dois pas aimer. Moi, je m'estime, disons alors, plus proche des philosophes et respectant les écrivains à cause de ça. Tu as lu Kierkegaard? Ah oui. Tu as lu Crainte et Tremblement? Ah oui, dans ma jeunesse. Et je ne l'ai sûrement pas tellement parcouru, je l'ai plus lu que parcouru. C'est un âge où tu lisais? Bah oui, mais une fois que tu as fait ton panier, il te dure longtemps. Ça doit être suisse, ce truc-là. Je ne l'ai jamais entendu. Une fois que tu as fait ton panier. Bah non, une fois que tu as fait ton panier, maintenant je commence à arriver au bout de ça. Et je me sens un peu seul, et comme ça. Mais ça suffit, effectivement. Tout ça, je l'ai lu, je connais, je me souviens. Le journal du séducteur, qu'est-ce que j'aurais aimé voulu en faire un film de celui-là? Le premier film que j'aurais voulu faire, moi, c'était pas La Peste, c'était Le Rocher de Camus. Le mythe de Sisyphe. Voilà ce que je proposais comme film au producteur. À la Nouvelle Vague, on a dit du mal des gens ou du bien des choses. Les gens, on ne les connaissait pas. Même interviewer des gens est une idée qui ne me viendrait pas. Sauf si, par exemple, je travaille pour un journal, il faut faire, mais la plupart du temps, j'ai inventé les interviews. Si je respectais les personnes, je leur ai montré, après en leur disant « j'ai inventé tout ça, est-ce que ça ne vous gêne pas ?» Peut-être que les écrivains, on peut leur parler, mais parce qu'ils parlent dans les livres. Alors, il y a peut-être quelque chose là d'unique, de différent. De ce point de vue-là, je dirais que Sartre, effectivement, n'est pas un écrivain. Mais c'est quelqu'un du café que j'ai lu, et c'est la première fois que je vois quelqu'un que je rencontre au café, qui fume ses clopes, peu importe, et dont un beau jour, j'apprends qu'il lit La Nausée. Et ben, je trouve ça pas mal. Tu apprends qu'il quoi? Qu'il a écrit La Nausée. Et ben, je trouve ça pas mal pour quelqu'un qui n'est pas fait pour ça. Qu'ensuite, il vive sa vie, qu'il fasse croire c'est autre chose, et qu'à des moments... Il y a un livre de lui que j'aime bien qui s'appelle « Cahier pour une morale ». Moi, c'est dans Situation que je me retrouve. Si on parlait comme chez Pivot ou des trucs comme ça, il y a certains textes de Situation qui sont proches de tes textes. Très différents, mais quand même, il y a... Mais la facture est très différente. Moi, je n'ai pas connu cette époque. Mais il n'est pas grossier. Moi, j'ai envie d'être grossière. Mais le cinéma, c'est autre chose. Ça peut se voir, mais on ne veut pas voir. On préfère dire du mal. On préfère dire... Alors, l'exemple que je prends toujours, c'est les camps de concentration. On préfère dire jamais plus que montrer. On ne veut pas montrer, on ne veut pas montrer. On a montré. Non, rien. On n'a rien montré. On préfère dire jamais plus. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est étonnant encore, il y a un an, les étudiants défilaient contre je sais quel sous-ministre de l'Éducation, des étudiants, je ne sais pas, 10, 20 ans après 68, ils ressortaient ce slogan « Jamais plus ». Non, c'est parce qu'Harlem Désir l'avait pris déjà. Et on leur avait même pas dit que ça avait déjà été utilisé. Oh, comme si, c'est pas grave. Comme si quelqu'un aujourd'hui croit... c'est pas grave que ça a été utilisé. Ah ben non, mais on pourrait savoir que « to be or not to be » a déjà été utilisé à cette occasion-là. C'était étonnant de ce jamais plus, alors qu'on savait que dès le lendemain, justement, il n'y avait jamais plus. Ah non, mais c'est pas suffisant, ça, cet argument. Même s'il est irritant pour condamner l'action des étudiants. Non, non. Personne ne les a vus. On préfère écrire des livres pour dire ça n'a jamais existé. Pour qu'ensuite, un autre livre dise « mais c'est ignoble, ça a toujours existé ». On préfère ça plutôt que de montrer. Il suffit de montrer, la vision existe encore. Si le pneu de ta voiture est dégonflé, tu ne feras pas croire au garagiste en lui montrant qu'il est montré. Mais Shoah, il l'a montré. Il n'a rien montré. Il a montré les Allemands, il n'a rien montré. Si, il l'a montré. Il fallait montrer ça, mais il a montré 20 ans après. Il a montré un peu quelque chose. Mais c'est pas montrer, c'est pas que montrer ce qu'il a fait. Il a montré les trous, il a montré les bosses dans la terre, les grandes fosses profondes. Il a montré les rues, il a montré des survivants. Il a montré des routes, la neige, le froid, il a montré tout le temps. Mais tu le dis, il a montré tout le temps, il a fait un film. Écoute, on ne peut pas dire Clément que ce film... a fait la bataille du rail aussi après, mais comme ça. Mais j'aime mieux ça que la bataille du rail. Clément a trop montré, c'était terminé. Le travail de la tête ne s'est jamais fait chez les spectateurs. Tandis que là, chez Shoah, ça a déclenché des sortes de... On a été envahi soi-même par l'image. Un peu. Ah ben oui, mais écoute. Ça passe pas chaque lundi à la télévision, Marguerite. Ah oui, mais ça, c'est une autre chose. Eh ben, c'est cette chose-là dont je parle. Ah ben non, ça, c'est une autre chose. Eh ben, c'est cette chose-là dont je parle. Moi, je croyais que c'était de Lanzmann. Le film n'est pas passé en 1945. Excuse-moi, ça n'a pas été le premier film qui est parlé à l'inauguration de l'ORTF. On pourrait penser... Mais il n'ira jamais à l'inauguration de l'ORTF. C'est ce que je dis. On préfère parler plutôt que dire. Alors parle de l'ORTF. Ah bah alors, non, mais là, tu es obligé de serrer le problème. Tu ne peux pas dire que le film n'a pas été fait parce qu'il n'a pas été vu. C'est vrai que ça a été un film extrêmement difficile à être déclenché. Il a mis 10 ans à le montrer. Mais il a été vu maintenant en France. Il a été un peu vu. Ah si.
Un peu vu, du même que le chagrin et la pitié a été un peu vu. Tu es comme ça aussi, quand tu as vu un film, toi. Moi, j'ai vu ce film complètement maintenant. Je l'ai vu, donc les gens l'ont vu. Bon, écoute, Marguerite... Ça se répand de soi, ça sort de soi. Je ne veux pas maintenant. C'est une référence absolue pour moi. Mais c'est pas vrai. Je ne peux pas admettre qu'il n'a pas. Je ne peux pas admettre qu'il n'a pas été vu en son temps. Mais c'est pas vrai. S'il avait été vu, on jugerait pas Barbie comme on l'a jugé. Ça se ferait pas. Bon, écoute, on ne va pas se parler de tout ça là, parce que. Mais c'est marrant qu'on finisse par se disputer là-dessus. Non, on se dispute pas. Non, bah, pas se disputer, mais moi je me souviens qu'en mai 68, ce que je trouvais mauvais dans les films dits militants à l'époque, c'est qu'ils n'étaient pas vus. Voilà, c'est tout, c'est qu'ils n'étaient pas vus. Est-ce que l'on voit les intérieurs des prisons? Jamais. Mais non, mais on voit jamais les usines, on voit pas. Et toi, tu es en train de me dire que c'est vu. Non, écoute, disons le mot juste. Je crois que tu es un tout petit peu tendancieux. Tu confonds les catégories exprès pour accabler. Mais je parle hors catégorie, je dis pas que c'est pas un film intéressant. Si, tu confonds. Je dis que c'est un film qui n'a pas été fait en 1945, on y entend ce qu'on veut. Tu fais une entité du fait qu'il n'a pas été montré et mais du fait si, même mais de il a pas mal été montré, il a été relativement bien montré. Très peu avant Barbie, très peu. Il a montré sur TF1, par exemple. Très peu avant Barbie. Mais c'est étonnant qu'il ait fallu attendre 30 ans. Oui, c'est fou. Et ben c'est ce que je dis. Attention, il a mis 10 ans pour le faire lui-même. Tu l'as vu maintenant? Tu l'as vu, Shoah? Oui. Je l'ai vu en cassette, je me suis acheté une cassette, oui. Tout? Presque tout, mais par petits bouts. Je l'ai vu, mais tout seul, tu sais, moi je viens d'une famille de collabos. À un moment, j'avais toute une bibliothèque. Je suis probablement un des seuls qui ait lu tous les bouquins de Bernadac sur les camps de concentration. J'ai lu Poliakov, j'ai lu des tas de choses. Il y a un film que j'aurais beaucoup aimé faire, qui est le film qui s'appelle Le Tunnel, d'après la case, et l'autre nommé Steiner sur Treblinka. Ah oui, j'ai dû le voir celui-là. Mais si j'avais... Mais si tu avais ça, Émilie L à faire, comment tu le ferais? Ah ben, je t'ai demandé une fois si je pouvais faire l'amant, t'as pas voulu. Ah non, mais je te dis pas que je te le demanderais. On dirait que t'aimes mieux vendre ça à Claude Berry, quitte à ce qu'il te l'achète cher. Mais si tu le faisais? Bon, c'était malhonnête de ma part de te demander aussi. Tu as bien fait de refuser, tant mieux, car je ne saurais pas le faire. Je te l'ai refusé gêné, et tu m'as dit, et si je le fais quand même? Si je filme quand même l'amant, qu'est-ce que tu feras? Tu m'as dit ça. Si je le fais quand même. Non, mais... Ah si, je te jure, tu me l'as dit. Moi, j'ai parié avec un amant que tu le ferais pas. Avec un amant? Avec un ami, lapsus. Il sera content. J'ai parié avec un ami que tu le ferais pas. J'ai admis gagner. Mais j'ai déjà fait la moitié du script. Le script, il a tout fait. Donc ce n'est déjà plus tout à fait pareil. Mais j'aurais fait déjà... Mais c'est un film américain qui va être fait. Oui. C'est un film américain. Ce sera comme Le Dernier Empereur. Tous les Chinois parleront américain. C'est un acteur chinois ravissant. Très, très beau. Comme un... Je ne sais pas, comme un jeune Italien. Un petit peu à la façon d'un jeune Italien. Je pense qu'il a dû être embarqué sur le film de Bertolucci aussi. Oh, tu prendras cet acteur à la mode, là. Non, mais je te demandais théoriquement ça. Est-ce que tu prendrais l'histoire? Tu ne pourrais pas la suivre, il y a 3 histoires. Je pense qu'à un moment, j'aurais pu ou aimé faire ça et désirer. Et puis ça ne s'est pas passé. On a désiré un peu se rencontrer et se connaître. Et... C'est tellement un bouquin, tellement un livre, que je n'ai même pas envie de faire le film. Ouais, je suis d'accord. C'est bien d'en être arrivé là. Est-ce que tu ris en écrivant des fois? Est-ce qu'on rit en écrivant? On pleure aussi. Ah on pleure, oui, sur les tournages aussi, mais je me demande, parce que moi, je ne suis jamais arrivé à rire sur un tournage. C'est pour ça que je me suis mis à être un peu acteur, pour avoir au moins un truc drôle à faire. Mais pourquoi on s'est disputé? Moi, je te dis qu'on n'a jamais passé des films des camps de concentration, on n'en passe pas tous les lundis à la télé. Non, c'est le on. Le on. Il faut cesser de l'employer, je crois. Le on. On ne passe pas. Ça veut dire à la fois que Lanzmann l'a fait trop tard. Alors, la télé passe pas, Lanzmann l'a fait trop tard, c'est tout. Moi, je ne l'ai pas fait non plus et je suis tout à fait d'accord, mais je sens quelque chose contre lequel je ne peux pas aller, puisque c'est l'époque. C'est comme ça. Les livres ont plus d'importance que l'image. Ah oui, ça, je suis assez d'accord. On accorde d'une manière cérémonieuse peut-être plus d'importance à l'image. Avec les vedettes, le Hollywood, la gloire, les Césars, le Festival de Cannes, etc. Mais les livres ont fondamentalement plus d'importance. Tu n'as pas toujours été de cet avis. Je l'ai découvert petit à petit. Avant, je ne le pensais pas du tout, non. Je l'ai découvert d'une manière physique, si tu veux. Moi, je l'ai toujours pensé. Dans la mesure où les mauvais représentants de la littérature que sont, disons, les distributeurs, ont voulu me forcer à écrire. Mais tu as pris une plume? Tu as essayé? Non, je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu tort, parce que j'aurais appris quelque chose.
Mais le fait qu'on m'ait dit il faut écrire un scénario monsieur, ah ben, je suis parti. Ou j'essayais de rester, de faire semblant. Et si je peux trouver un livre, si je l'apporte au producteur comme à un banquier, il me dit monsieur, mais c'est pas. Il ne peut pas me dire c'est pas un livre avec ton nom, mais il le laisse entendre. Alors je dis mais alors qu'est-ce que vous voulez? Ben, il veut que j'écrive. Et ça, dans le film publicitaire, ben, je souhaite que tu fasses un film publicitaire un jour, ne fût-ce que pour Hachette ou Lindon. Ils sont venus une fois me faire faire... Un film publicitaire? Ouais, la bière. Ah ben de la bière. Oui, en Afrique, mais ils ne sont pas revenus. Mais c'est curieux parce que quand je vois ça, ce que tu peux faire, toi, avec de la photographie, et que j'essaie de faire avec de l'écriture, de combler les trous, de la mettre en relief, l'écriture, comme si elle devait se voir dans tous les sens, par toutes les lumières. Ben, c'est beaucoup plus difficile oui, au cinéma. mais tu as réussi ça avec la photo dans ton film. Tu sais que tu ne parles pas dans le film. Oui, oui. Il n'y a que d'écrit. Oui. Tiens, je revendique ça quelquefois. Pour le vice-consul, par exemple. Tu sais qu'on dit que Moïse ne parlait pas? Il était tellement pénétré de l'idée de Dieu qu'il criait. Tu vas la retenir, celle-là, hein, Jean-Luc. Mais tu cries dans ce film. Tu te débats contre quelque chose. Et moi, je crois que tu te débats parce que tu ne trouves pas le sujet du film. Et qu'il faut en rester là, parce que c'est comme ça que le film existe. Mais non, mais c'est l'envers, c'est la même chose. Ah oui, mais c'est pareil, l'envers. Mais les films, hélas pour eux, ils ne sont pas faits pour être vus. Hein, les trois quarts des bons ne sont pas vus. Un livre peut être vu dans deux sens. Un film ne sera jamais vu dans deux sens. Mais écoute, tu as bien des films qui ont été vus par 10 000 personnes, toi. Un peu plus. Bah, Le Camion, il a été vu par 10 000 personnes. Il est connu dans le monde entier, et mes courts-métrages par 8 000 personnes. Oui, bah à cause de tes livres. Oui, et maintenant, ils sont à Tokyo, à Pékin, à Hong Kong, partout. Oui, mais on peut penser qu'un livre sera lu. Si tes livres n'étaient pas lus, est-ce qu'ils seraient lus dans 200 ans? Bon, c'est arrivé avec les peintres. On mesure la possible survivance des auteurs à ce fait. C'est que le nombre de livres vendus chaque année est toujours en augmentation. Le nombre de films aussi, et des cassettes maintenant. Voilà. Tandis que la carrière d'un livre qui doit durer, c'est la mesure des éditeurs. C'est chez Gallimard que je l'ai appris. Ça se mesure de cette façon-là. Il n'y a pas d'arrêt dans la vente. Et comme dans les films, je pense qu'il n'y a pas d'arrêt dans la demande quand ça doit durer. Absolument. Mais c'est cette question de dispute qui m'intéresse. Pourquoi tu t'es fâché brusquement là-dessus sur... T'es très politique encore, tout en disant du mal et en regrettant que ça n'ait pas marché. Tu dois avoir un gros regret. Moi, heureusement, j'ai cru. Bon, finalement, 68 m'a apporté bien d'autres choses que ce que j'ai cru. Mais quand est-ce que je me suis fâchée? Quand est-ce que je me suis fâchée? Dis-le, quand? C'est parti à propos de Sartre, et puis ensuite Shoah. Ah puis oui, cette tout d'un histoire... coup, là, sur Sartre, tu t'es oui, ému. mais t'as changé de ton. Et ça, c'est une époque que j'ai sûrement... quelque chose qui m'a... Oui, qu'il était le maître à penser de toute la jeunesse, de nous aussi, puisqu'il s'est étalé de 1945 à 1970. Oui, mais tout d'un coup, les mots que tu emploies ou la phrase ne sont plus, je sais pas, sont plus dans le même... Incorrect? Non, mais ils sont plus dans la même cérémonie, le corps même. Il y a une espèce de plus grande indignation, une blessure. Bah, moi, j'arrive à me figurer ça. C'est comme quand Autant Lara dit la nouvelle vague, ça nous a ruinés. Et qu'on dit, ce crétin-là... Et en plus, c'était pas un crétin, c'est quelqu'un qui était assez vigoureux. Je me dis, mais c'est rien, c'est des querelles de clocher. Ouais, il faut le laisser là, Sartre. Pour toi, il faut le laisser où il est. En même temps, ça m'intrigue, cette haine. Je vois pas d'autres mots. Je n'ai pas de haine. Non, je n'ai pas de haine. Madame Marguerite Duras, Trouville-sur-Mer. Hôtel Terminus, 3 heures du matin. Lever, cigarette, douche, machine à écrire. Dans quelques heures, les moineaux arrivent et réclament à manger. Va taper, disaient les gangsters au jeune Ahmet en lui tapant dessus. J'écris, il faut que je téléphone à Max. Ou les Espagnols payent en dollars. Ou, je comprends rien, et le boxeur. Puis je ris. Cigarette, douche, et je pense à toi. À ce genre de phrase que tu n'écriras jamais, même si ton amant tirait à 100 millions. Ton beau rire quand je t'avais dit qu'au cinéma tu étais la vraie fille de Cocteau, Pagnol et Guitry. La fidélité et la droiture de ce rire. Bonheur de ne pas me croire. Machine à écrire, douche, cigarette.
5 heures du matin, aussi terrible que celle du soir, chantée et déchantée par Federico. Les moineaux sont devenus des vautours. Je sais que je ne suis pas un écrivain bien, tout comme Lord Jim disait qu'il n'était pas un homme bien, mais qu'il luttait pour dominer cette histoire. Encore une douche, et de nouveau je tape « Qu'est-ce que le vieux Luciano vient foutre ici ?» Ou « Champagne, dis à Isidore que je descends » ou encore, plein de honte joyeuse, « Téléphone à Victor, on vend la BMW ». Je pense alors au bord de la mer, à tes mains qui jettent la bouteille à la mer. Ce n'est pas la mer à boire. Peut-on dire que dans le cinéma, on écrit à l'envers? Oui. Tes yeux verts l'ont vu avant moi.